Bonjour mes chéris. Installez-vous confortablement, prenez un café au lait et préparez-vous à une histoire qui vous réchauffera le cœur et vous fera rêver du grand amour. Aujourd'hui, nous partons pour la belle ville de Lyon, là où le Rhône et la Saône se rencontrent et où le destin unira deux cœurs pour un voyage inoubliable. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce genre d'histoire. Maintenant, dites-moi, croyez-vous que l'amour puisse changer le destin de quelqu'un ? Notre histoire commence avec Élodie, une jeune serveuse au grand cœur, et Mathieu, un millionnaire qui pensait avoir tout vu, jusqu'au jour où leurs mondes se sont soudainement croisés. La vie dans le vieux Lyon, le vieux quartier, vibrait à son propre rythme et Élodie en connaissait chaque note. Chaque matin, avant que le soleil n'embrasse les façades colorées, elle était déjà debout. Sa première destination était le marché Saint-Antoine, où les arômes de pain frais, de fromages affinés et de lavande embaumaient l'air. Elle n'achetait pas pour elle-même, mais pour sa grand-mère Isabelle, dont la santé fragile la confinait dans son petit appartement surplombant les toits de terre cuite. Grand-mère était son univers, la gardienne de ses souvenirs et la raison de son combat quotidien. L'argent qu'elle gagnait au Bouchon Lyonnais, un petit restaurant traditionnel, couvrait à peine les frais médicaux et les dépenses. Malgré cela, Élodie ne laissait jamais le poids sur ses épaules ternir l'éclat de ses yeux. Qui n'a jamais ressenti le poids d'un choix apparemment impossible? Pour Élodie, le choix était simple, le bien-être de sa grand-mère plutôt que son rêve d'étudier un jour l'art. Ce matin d'automne, les feuilles dorées dansaient sur les rues pavées tandis qu'Élodie se rendait au travail. Elle s'arrêta un instant pour tendre un croissant chaud à un monsieur toujours assis près de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. « Bonne journée, monsieur Antoine » dit-elle avec un sourire sincère. Ce qu'elle ignorait, c'est que de l'autre côté de la place, Mathieu Dubois l'observait depuis une berline noire avec chauffeur. Mathieu n'observait ni la beauté de la cathédrale, ni le charme de Lyon. Il était au téléphone, concluant une affaire de plusieurs millions d'euros avec une froideur calculée. Pour lui, Lyon n'était qu'un point parmi d'autres sur la carte de ses investissements immobiliers. Il vit le geste d'Élodie, son sourire au vieil homme, et leva les yeux au ciel, un soupir d'impatience s'échappant de ses lèvres. « Incroyable !» murmura-t-il à son assistante au téléphone. La naïveté de certains, perdre du temps et de l'argent avec ceux qui n'ont rien à offrir. Il raccrocha et sortit de la voiture, le bruit de ses coûteuses chaussures italiennes résonnant sur les vieilles pierres. Son chemin le mènerait droit devant Élodie. En approchant, il ne ralentit pas, regardant M. Antoine avec un dédain évident. Élodie, qui disait au revoir, entendit sa remarque cinglante au conducteur qui le suivait. « Assurez-vous que cette présence ne soit pas là à mon retour. Elle gâche la vue sur la propriété. » Le cœur d'Élodie se figea, son sourire disparut, remplacé par une expression d'incrédulité et de défi. Elle se retourna et se plaça juste devant Mathieu, le forçant à s'arrêter. Il la toisa, son tailleur impeccable contrastant avec son tablier simple. « Oui » demanda-t-il d'une voix glaciale comme le vent d'hiver descendant des Alpes. « Cette vue que vous chérissez tant, » commença Élodie d'une voix basse mais ferme, « est faite d'humain, et Monsieur Antoine a plus de dignité dans son petit doigt que vous n'en avez dans tout votre argent. » Mathieu resta silencieux un instant, complètement choqué. Personne ne lui parlait ainsi. Personne. Il était habitué aux flatteries, à la peur, à la révérence. Mais cette serveuse, elle le regarda droit dans les yeux sans la moindre hésitation. Il y avait du feu dans son regard, une conviction qui le désarma. « Et qui êtes-vous pour me faire la leçon ?» parvint-il enfin à dire, essayant de retrouver son calme. « Quelqu'un qui sait que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, » répondit-elle. Sans un mot de plus, elle se retourna, tapota doucement l'épaule de M. Antoine et reprit son chemin vers son travail, laissant Mathieu debout au milieu de la place, stupéfait et, pour la première fois depuis longtemps, sincèrement curieux. Avez-vous déjà défendu quelqu'un ou quelque chose en quoi vous croyez, tout en sachant que vous pourriez affronter quelqu'un de bien plus puissant? De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Nous voulons savoir jusqu'où vont nos histoires. Mathieu entra dans l'immeuble qu'il comptait acheter, mais son esprit n'était pas préoccupé par les plans d'architecture ni par les prévisions de bénéfices. Il était concentré sur la jeune femme sur la place. Ses paroles résonnaient dans sa tête. Il traversa la réunion dans un état second, réagissant automatiquement, rejouant la scène en boucle. Son courage, sa façon de l'affronter sans hésitation, c'était nouveau, réel dans son monde de façade et d'intérêt. Lui, qui achetait et vendait des morceaux de ville comme des pièces sur un échiquier, se sentait écrasé par la grandeur de ce simple acte de compassion et de courage. À la fin de la réunion, il congédia son chauffeur. « Je vais marcher un peu,
dit-il à la surprise générale. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de comprendre pourquoi une interaction aussi anodine l'avait autant secoué. Il retourna sur la place, mais Élodie et l'homme n'étaient plus là. Un étrange vide emplissait les lieux. Il regarda les cafés et les boutiques autour de lui, et soudain il vit quelque chose. De l'autre côté de la rue, une petite enseigne en bois sur laquelle était écrit « Le Bouchon Lyonnais ». Une impulsion, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le poussa à la porte. Il avait besoin de la revoir. L'air chaud et le parfum réconfortant des oignons caramélisés et du vin rouge le submergent dès qu'il ouvre la porte. Le Bouchon Lyonnais est l'exact opposé de tout ce que Mathieu a connu. Au lieu du marbre froid et du silence respectueux, place aux nappes à carreaux rouges et blancs, aux murs en bois sombre couverts de vieilles photos et au son vibrant des conversations animées et des rires. C'est un lieu plein de vie, de chaleur humaine. L'espace d'un instant, il se sent comme un intrus dans un monde qui n'est pas le sien. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement dépaysé, comme un poisson hors de l'eau? Pour Mathieu, cet homme qui dominait chaque pièce où il entre, la sensation est nouvelle et profondément déconcertante. Il trouve une petite table dans un coin, submergée par les regards curieux des autres convives. Son costume de créateur est comme un uniforme venu d'ailleurs dans ce cadre chaleureux et sans prétention. Et puis, il la voit. Élodie se déplace dans la salle bondée avec une grâce et une efficacité qui le fascinent. Elle portait des assiettes fumantes, remplissait des verres de vin, riait à la blague d'un client âgé et trouvait même le temps de redresser la chaise d'un enfant. Il y avait en elle une lueur, une joie sincère dans son travail qui contrastait fortement avec la froideur qu'il ressentait dans son propre monde des affaires. Elle ne le vit pas tout de suite. Lorsqu'elle arriva enfin à sa table, un sourire professionnel aux lèvres, ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde en le reconnaissant. Son sourire s'estompa, mais elle reprit vite son calme. « Bonsoir, monsieur. Que désirez-vous » Sa voix était polie, mais il y avait un ton glacial sous-jacent, une barrière invisible qu'il avait lui-même contribué à ériger plus tôt. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Des excuses, une explication, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. Que pouvait-il dire ? Lui, Mathieu Dubois, le maître négociateur, resta bouche bée devant une serveuse. « le plat du jour, s'il vous plaît » balbutia-t-il, se sentant complètement idiot. Elle hocha la tête et s'éloigna sans un mot. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Tandis qu'il dégustait le coq au vin le plus délicieux qu'il ait jamais goûté, Mathieu ne pouvait la quitter des yeux. Il la regardait interagir avec les clients, dont la plupart semblaient pas la connaître par son nom. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle faisait partie intégrante de ce lieu, le cœur battant de ce petit univers. Il vit la façon dont un couple de personnes âgées lui tenait la main en partant, la façon dont le cuisinier lui lançait une blague depuis la cuisine et son rire qui résonnait dans tout le restaurant. Il réalisa, la poitrine serrée, que la naïveté qu'il avait balayée plus tôt était en réalité une richesse qu'il n'avait jamais possédée. C'était la richesse des liens humains, de la communauté, de l'appartenance. Lorsqu'Élodie apporta l'addition, il réagit instinctivement de la seule façon qu'il connaissait. Il déposa sur la petite assiette en cuir une somme d'argent qui était probablement supérieure à ce qu'elle gagnait en une semaine. Il pensa que cela pourrait peut-être arranger les choses, lui montrer qu'il n'était pas le monstre qu'elle prenait. C'était une erreur monumentale. Élodie regarda les additions, puis le regarda de nouveau, et son expression se durcit. Elle prit l'addition, prit le montant exact du repas et lui remit le reste de l'argent sur la table. « Voici le montant, monsieur, » dit-elle d'une voix basse et sèche. « Je n'accepte pas la charité, et surtout pas de quelqu'un qui croit que la dignité a un prix. » Chaque mot était comme une gifle. Elle se retourna et alla servir une autre table, le laissant seul avec son argent et son sentiment croissant d'humiliation et, étrangement, d'admiration. Il avait tenté d'user de son pouvoir, son arme la plus fiable, et elle l'avait neutralisé par une simple démonstration d'intégrité. Mathieu se leva, laissa le montant exact du repas sur la table et quitta le restaurant, les rires et la vie à l'intérieur semblant se moquer de son silence et de sa solitude. Dans la froide rue de Lyon, sous la lumière des vieux lampadaires, il était sûr de deux choses. Il s'était comporté comme un imbécile et il avait désespérément besoin de la revoir. Mais comment aborder quelqu'un qui rejetait tout ce qu'il représentait ? Les jours qui suivirent furent flous pour Mathieu. Lui qui avait dirigé des réunions avec des dirigeants mondiaux sans sourciller, se retrouva désormais incapable de se concentrer sur un simple tableur. L'image d'Élodie, de sa dignité inébranlable, était gravée dans son esprit. Il annula ses réunions à Paris, reporta un voyage à Genève.
Lyon, la ville qui n'était jusqu'alors qu'un point sur sa carte d'investissement, était devenue le centre de son univers. Il savait que retourner au restaurant en tant que client serait vain. Elle le servirait avec une politesse froide et le maintiendrait à distance. L'argent n'était pas la solution. Le pouvoir n'était pas la solution. Il lui fallait un nouveau langage, un langage qu'il maîtrisait à peine, celui de l'humilité. Et puis, il se souvint du début de tout cela. Monsieur Antoine, l'homme qu'il avait méprisé. Il était la clé. Le lendemain matin, Mathieu n'enfila pas son costume à 1 000 €. Il choisit un simple pull, un jean et des chaussures confortables. Il déposa le chauffeur à l'hôtel et marcha dans les rues pavées, respirant l'air frais du matin, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il retrouva Monsieur Antoine au même endroit, près de la cathédrale, blotti contre le froid. Mathieu hésita. Que faire? Son vieil instinct lui criait de sortir son portefeuille, mais il le réprima. Au lieu de cela, il alla dans une boulangerie voisine, acheta 2 cafés chauds et 2 pains au chocolat et revint. Il s'assit sur le banc à côté du vieil homme. « Bonjour, monsieur », dit-il en lui offrant un café. Antoine le regarda avec suspicion, mais la chaleur de la tasse était accueillante. Il accepta. Ils restèrent assis en silence un long moment, à regarder la ville s'éveiller. Mathieu ne força pas la conversation. Il était juste là. Que feriez-vous si vous découvriez que votre première impression de quelqu'un était complètement fausse? Pour Mathieu, la révélation fut que sa première impression de lui-même, du monde qu'il habitait, était fausse. Pendant ce temps, la vie d'Élodie continuait à son rythme effréné et épuisant. Après le travail, elle se précipita chez elle, dans le petit appartement où sa grand-mère, Isabelle, l'attendait. Cette nuit-là, la toux de sa grand-mère s'aggrava. « Ma chère Élodie », dit faiblement la vieille femme, « tu fais trop d'efforts pour moi. Tu devrais vivre ta vie, pas t'occuper d'une vieille femme. Prendre soin de toi, c'est ma vie, grand-mère, répondit Élodie en ajustant les oreillers. Et je ne l'échangerai contre rien au monde. Mais au fond d'elle, son cœur se serrait. Elle regarda les factures empilées sur la petite table, les flacons de médicaments de plus en plus chers, et sentit le poids du monde peser sur ses épaules. Elle raconta à sa grand-mère l'histoire de l'homme arrogant du restaurant, de sa proposition d'argent. Isabelle, forte de la sagesse de ses 80 ans, sourit. Parfois, les personnes qui semblent les plus fortes sont celles qui ont le plus besoin d'aide pour trouver leur voie, ma chère. L'arrogance n'est qu'une armure pour un cœur effrayé. Élodie rejeta l'idée. Pour elle, ce n'était qu'un homme riche et gâté. Le lendemain, en route pour le marché, sa routine fut bouleversée par une scène qui la força à s'arrêter au milieu de la rue. Il était là, le millionnaire, Mathieu, assis sur le même banc que Monsieur Antoine. Mais il n'était pas simplement assis, il écoutait. Monsieur Antoine parlait, gesticulant de ses mains ridées, et Mathieu était penché en avant, les yeux rivés sur le visage du vieil homme, absorbant chaque mot. Une nouvelle couverture était drapée sur les épaules d'Antoine, et il partageait un journal. Élodie se figea, un tourbillon d'émotions bouillonnant en elle. L'image ne correspondait pas à l'homme qu'elle connaissait. Cet homme ne dédaignait pas la vue. Il faisait partie d'elle. Mathieu sentit son regard et se retourna. Leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la place. Cette fois, il n'y avait ni froideur, ni arrogance. Il y avait juste une vulnérabilité qui la prenait au dépourvu, une supplication silencieuse qui disait « Donne-moi une chance, j'essaie ». Et pour la première fois, Élodie n'éprouvait pas de colère. Elle éprouvait de la curiosité. Elle prit une grande inspiration, l'air frais du matin emplissant ses poumons, et traversa la place. Ses pas étaient imposés, ne le fuyant plus, mais se dirigeant vers lui. La curiosité était plus puissante que le ressentiment. Elle s'arrêta d'abord près de Monsieur Antoine. « Bonjour, monsieur. Vous semblez avoir plus chaud aujourd'hui », dit-elle en remarquant la fine couverture en laine. Le vieil homme sourit, un sourire qui atteignit ses yeux fatigués. « Ce nouvel ami a bon cœur, ma petite. » Il était juste un peu caché. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Élodie se tourna vers Mathieu. Il était déjà debout, les mains dans les poches, l'air d'un adolescent à son premier rendez-vous. L'arrogance s'était dissipée, remplacée par une anxiété palpable. « Bonjour, mademoiselle », dit-il d'une voix plus basse qu'elle ne s'en souvenait. « Je voulais m'excuser pour mon comportement de l'autre jour. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai dit ou comment j'ai agi. J'ai eu tort. » La sincérité de sa voix la prit au dépourvu. C'était direct, sans fioriture, sans chercher à se justifier. C'étaient les excuses d'un homme qui n'avait pas l'habitude d'en demander. Parfois, un simple geste d'humilité peut abattre les murs les plus hauts, vous ne trouvez pas? Élodie garda une expression neutre, mais intérieurement, une petite fissure apparut dans sa carapace.
Ces excuses devraient être adressées à Monsieur Antoine, pas à moi. Je l'ai déjà fait, répondit Mathieu rapidement. Et je continuerai à le faire, non pas avec des mots, mais avec mon temps. Il m'a appris plus de choses sur Lyon en 2 matinées que tous mes consultants en 2 ans. Monsieur Antoine ricana. Je lui ai parlé des traboules, des secrets sous les toits, des choses qu'aucune carte d'entreprise ne peut révéler. Pour la première fois, un léger sourire menaça d'apparaître sur les lèvres d'Élodie. Elle regarda Mathieu, le regarda vraiment, et vit au-delà du costume coûteux et de son air froid. Elle vit un homme perdu, cherchant une nouvelle carte. « Pourquoi » demanda-t-elle, cette simple question chargée de sens. « Pourquoi faire tout ça » Mathieu baissa les yeux sur ses chaussures un instant avant de croiser son regard. « Parce que tu m'as montré quelque chose, qu'il existe une richesse que je ne comprends pas, mais que j'aimerais comprendre. Cette richesse qui te permet d'offrir un croissant à un inconnu sans rien attendre en retour. » Le silence qui suivit ne fut empli que par les bruits de la ville qui s'éveillait. La cloche de la cathédrale sonna l'heure. Ce fut un moment de compréhension fragile, un pont qui se construisait au-dessus d'un gouffre de différence. Croyez-vous aux secondes chances? Que peut-on vraiment changer? Donnez votre avis dans les commentaires. Et c'est à cet instant précis que la réalité d'Élodie frappa bruyamment à sa porte. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier. C'était une voisine de sa grand-mère. Le cœur d'Élodie s'emballa. Elle répondit d'une voix tremblante. « Allô ?» Elle écouta quelques secondes, le visage blême, le teint terne. Le sourire fragile disparut, remplacé par un masque de pure panique. « J'arrive !» dit-elle en raccrochant. Elle se tourna vers les 2 hommes, l'instant de paix complètement brisé. « Je dois y aller, c'est ma grand-mère. » Elle n'expliqua rien de plus, elle n'en avait pas besoin. L'urgence dans sa voix et la peur dans son regard disaient tout. Elle se mit à courir dans les rues pavées, laissant Mathieu et Monsieur Antoine derrière elle, submergés par une inquiétude nouvelle et accablante. Ils l'avaient trouvée, avait réussi à faire le premier pas pour briser la glace, pour l'avoir emporté par une crise qu'il ne comprenait pas, mais dont il sentait au fond qu'il était le centre de son univers. Mathieu n'hésita pas. Un instinct qu'il ignorait avoir le submergea. Il se tourna vers Monsieur Antoine, surpris par l'urgence de sa voix. « Monsieur, savez-vous où elle habite ?» Le vieil homme, voyant l'inquiétude sincère sur le visage de Mathieu, hocha lentement la tête. Rue du Bœuf, numéro 12, le petit appartement au dernier étage, avec les fleurs à la fenêtre. Sans un mot de remerciement, car le temps pressait, Mathieu se mit à courir dans la même direction qu'Élodie. Les rues pavées qui lui avaient autrefois semblé charmantes étaient maintenant des obstacles sur son chemin. Son cœur battait fort, non pas à cause de l'effort, mais à cause d'une peur inexplicable pour la sécurité d'une femme qu'il connaissait à peine et de sa grand-mère qu'il n'avait jamais vue. Il trouva l'immeuble, la porte d'entrée entr'ouverte. Il gravit l'escalier étroit et en colimaçon, l'odeur du vieux bois et de la cire d'abeille emplissant l'air. Au dernier étage, la porte de l'appartement était ouverte. Il s'arrêta sur le seuil, refusant de s'immiscer, et vit la scène qui confirmait ses pires craintes. 2 ambulanciers se tenaient près d'un lit dans un coin du petit salon. Une femme âgée, frêle comme un oiseau, luttait pour respirer, tandis qu'Élodie lui tenait la main, le visage baigné de larmes silencieuses. L'appartement était minuscule, mais impeccablement propre et débordant d'amour. Des livres étaient empilés en hauteur, un châle crocheté drapait un fauteuil, et des dessins au fusain, visiblement d'Élodie, étaient accrochés au mur. C'étaient des portraits de Lyonnais, pleins de vie et d'émotion. Ils témoignaient du rêve qu'elle avait mis entre parenthèses. L'un des ambulanciers s'approcha d'Élodie d'une voix basse et professionnelle. « Mademoiselle, sa saturation en oxygène est très basse. C'est une crise respiratoire grave. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement, mais elle a besoin d'un lit en pneumologie et l'attente à l'hôpital public risque d'être longue. » Chaque mot était un coup dur pour Élodie. Longue, sa grand-mère n'avait pas beaucoup de temps. Elle regarda le visage pâle d'Isabelle et sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était ça, le bout du tunnel. Le moment où tous ses efforts, tous ses sacrifices ne suffiraient plus. Elle sentit une présence dans l'embrasure de la porte et se retourna, les yeux rougis par les pleurs qui croisèrent ceux de Mathieu. L'espace d'un instant, la colère fusa. Que faisait-il ici? Venir assister à son échec, à son humiliation? Mais elle vit alors l'expression de son visage. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la détermination. Il entra dans la pièce, agissant avec un calme et une autorité qui semblaient déplacés dans cet espace désespéré. Il s'adressa à l'ambulancier. « Qui était le meilleur pneumologue de Lyon ?» L'ambulancier, interloqué, balbutia le nom. « Le docteur Lefebvre, probablement, mais il n'exerce qu'à la clinique de la Croix-Rousse ?»
Appelez-les, interrompit Mathieu d'une voix ferme mais calme. Dites-leur que Mathieu Dubois envoie une patiente et que le docteur Lefebvre doit la recevoir aux urgences. Dites-leur que tous les frais sont pris en charge, sans limite. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Les ambulanciers et Élodie le fixaient bouche bée. C'était comme si le monde s'était arrêté de tourner. Le nom Dubois avait visiblement un poids qui ouvrait toutes les portes. L'un des ambulanciers décrocha la radio, les yeux écarquillés, et commença à relayer les nouveaux ordres. Élodie fixait Mathieu, incapable de formuler une pensée, un mot. Lui, l'homme qu'elle prenait pour l'incarnation de la froideur et de l'égoïsme, était là, dans son petit sanctuaire, à remuer ciel et terre pour sa grand-mère. Il ne le faisait pas avec ostentation, pas de grands gestes. C'était simplement une solution, exécutée avec une efficacité impitoyable et silencieuse. Il s'approcha d'elle, gardant une distance respectueuse. « Elle ira bien », dit-il, et ce n'était pas une promesse en l'air. C'était un constat. Voilà ce que son pouvoir et son argent pouvaient faire. Concrétiser l'impossible. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un du jour au lendemain? L'utiliseriez-vous pour le bien? Élodie sentit ses jambes faiblir. La vague de soulagement fut si intense qu'elle faillit la renverser. Les larmes de désespoir étaient désormais d'une gratitude si profonde qu'elle en souffla. « Oh, pourquoi ?» murmura-t-elle, la même question qu'elle avait posée sur la place, mais avec un sens nouveau. Mathieu la regarda et, pour la première fois, elle voyait au-delà du millionnaire. Elle vit un homme qui, peut-être, était aussi perdu qu'elle, mais d'une manière différente. « Parce que tu m'as appris que certaines choses n'ont pas de prix, » répondit-il doucement. « Et la vie de ta grand-mère en fait partie. » À cet instant, tandis que les ambulanciers préparaient Isabelle pour le transport vers la meilleure clinique de la ville, Élodie comprit la vérité des paroles de sa grand-mère. L'arrogance n'était qu'une armure, et elle venait de voir le cœur que Mathieu portait en elle. Le trajet en ambulance fut un tourbillon de lumière clignotante et de bip constant du moniteur cardiaque. Élodie tenait la main de sa grand-mère, murmurant des mots réconfortants, le visage pâle et baigné de larmes. Mathieu était assis en silence de l'autre côté, une présence calme et solide au milieu du chaos. Il ne disait rien, ne prononçait pas de paroles creuses. Il était simplement là, et sa présence, d'une certaine manière, était la seule chose qui la maintenait sur terre. Arriver à la clinique de la Croix-Rousse, c'était comme entrer dans un autre monde. Pas de file d'attente, pas de bureaucratie, pas d'attente. Une équipe était prête, le docteur Lefebvre en personne les accueillit à l'entrée, et Isabelle fut immédiatement conduite dans une salle de soins avancée. Tout se déroula avec une rapidité et une efficacité qu'Élodie n'aurait jamais imaginé possible. Mathieu la guida vers une petite salle d'attente privée, un espace calme avec des fauteuils confortables et des bouteilles d'eau. Le contraste avec l'agitation de sa vie et l'angoisse de ses derniers instants était saisissant. Lorsque la porte se referma, les laissant seuls, le poids de tout s'abattit sur elle. Elle s'assit, se couvrant le visage des mains, et les sanglots qu'elle retenait finirent par s'échapper. Mathieu ne tendit pas la main pour la toucher. Il garda une distance respectueuse, mais sa voix était douce. « Elle est entre les meilleures mains de France, Élodie. Le docteur Lefebvre est un génie. » Elle baissa les mains, le regardant à travers ses larmes. « Je ne sais pas quoi dire. Comment puis-je payer pour tout ça? Je n'ai rien. » La vulnérabilité dans sa voix était totale. Elle était dépouillée de sa fierté, de sa force, révélant la peur qu'elle avait toujours cachée. Mathieu s'agenouilla devant elle, non pas par amour, mais en signe d'égalité pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Tu ne paieras rien, ce n'est pas une transaction, n'y pense pas, s'il te plaît. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-elle de nouveau, la voix brisée. « Pourquoi ferais-tu ça pour moi ?» Il hésita, cherchant les mots justes. « Quand mon père est tombé malade ?» commença-t-il d'une voix basse, presque un murmure. « J'avais tout l'argent du monde. J'ai engagé les meilleurs médecins, acheté le meilleur équipement, mais je n'étais pas là. J'étais en réunion, à conclure des affaires, à bâtir un empire qu'il ne se souciait jamais de voir. J'achetais des solutions, mais je ne lui accordais pas mon temps. Après son départ, j'ai réalisé que j'étais l'homme le plus riche et le plus pauvre du cimetière. » Une larme coula sur son visage, une vision qui choqua Élodie plus que toute sa fortune. « Quand je t'ai vue aujourd'hui, courant après ta grand-mère, j'ai vu ce que je n'étais pas. J'ai vu ce qu'est la vraie richesse. Alors, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Ni pour toi, ni pour moi, mais pour honorer la leçon que tu m'as inconsciemment apprise sur la place. » Le silence dans la pièce était profond. Ils n'étaient plus un millionnaire et une serveuse. Ils étaient juste deux personnes, partageant une douleur et une vulnérabilité qui transcendaient toute distinction sociale.
Il lui avait montré le pouvoir de son argent et elle lui avait révélé la pauvreté de son âme. Et, d'une certaine manière, à cet instant, ils éprouvèrent la même chose. Avez-vous déjà reçu l'aide de la personne la plus inattendue en cas de besoin? Racontez votre histoire dans les commentaires. Les heures passèrent. Matthieu commanda un café et des croissants dans une boulangerie réputée et ils mangèrent en silence, un petit geste de normalité dans une journée chaotique. Il la fit parler de ses dessins, de son rêve d'étudier aux Beaux-Arts. Et elle l'écouta parler de la solitude de la vie dans les hôtels de luxe et de la pression de perpétuer son nom de famille. Enfin, la porte s'ouvrit. Le docteur Lefebvre entra, un sourire las mais rassurant. « Mademoiselle, dit-il en s'adressant à Élodie, votre grand-mère est stable. La crise était grave, mais nous avons réussi à la maîtriser. C'est une femme très forte. Elle se repose maintenant, mais vous pourrez bientôt la revoir. » Le soulagement fut une vague physique qui parcourut Élodie. Elle se leva, les jambes tremblantes. « Merci, docteur. Merci. » Lorsque le docteur partit, elle se tourna vers Matthieu. Il n'y avait plus de larmes, seulement une profonde gratitude et une lueur nouvelle dans ses yeux. Elle s'avança et, sans réfléchir, posa sa main sur son bras. « Merci, Matthieu. » C'était la première fois qu'elle prononçait son nom. Et pour lui, c'était la plus belle mélodie qu'il ait jamais entendue. Son contact était léger, presque imperceptible, mais pour Matthieu, c'était comme un courant électrique. Habitué aux poignées de main fermes et mesurées, il ressentait dans ce simple geste une vulnérabilité et une force qui le désarmaient complètement. Il hocha simplement la tête, incapable de parler, en la regardant entrer dans la pièce pour voir sa grand-mère. Il se tenait dehors, non par manque d'invitation, mais par respect. C'était un espace sacré entre petite fille et grand-mère, et il était un intrus, un bienfaiteur anonyme qui s'était déjà trop immiscé. Il s'adossa au mur du couloir immaculé et, pour la première fois depuis des années, ne décrocha pas son téléphone pour consulter la bourse ou répondre à des courriels urgents. Il attendit simplement. Dans la chambre, l'odeur n'était pas celle de la maladie, mais celle des draps propres et d'un antiseptique doux. Isabelle était allongée, paraissant encore plus petite dans le grand lit moderne, mais ses yeux, de la même couleur que ceux d'Élodie, étaient ouverts et clairs. Un léger sourire caressait ses lèvres fines. « Ma chérie ?» murmura-t-elle d'une voix fragile comme du papier de soie. « On dirait que tu as trouvé un ange gardien ?» Élodie s'assit près du lit et prit la main ridée de sa grand-mère. « J'avais tellement peur, grand-mère. »« Je sais, » dit Isabelle en lui serrant la main avec le peu de force qu'elle avait. « Mais la peur est passée. Maintenant, dis-moi, qui est ce jeune homme aux yeux tristes qui se tenait à la porte de notre appartement ?» Élodie fut surprise par la perspicacité de sa grand-mère. « Il s'appelle Matthieu, c'est compliqué ?» Isabelle laissa échapper un faible rire qui se transforma en une toux sourde. « L'amour est toujours compliqué, ma petite, mais la gentillesse. La gentillesse est simple, et ce qu'il a fait était plus que gentil. » Élodie ne savait comment expliquer les montagnes russes qu'avait été sa rencontre avec Matthieu, l'homme arrogant du restaurant, l'inconnu sur la place, le sauveur de son appartement. Ils étaient 3 hommes différents en une seule personne. « Il a payé pour tout ça, grand-mère. Je ne sais pas comment je pourrais le remercier. »« Parfois, » dit Isabelle, les yeux fermés avec lassitude. « La meilleure récompense est simplement d'accepter le cadeau avec un cœur ouvert. Laisse la bonté t'atteindre, Élodie. Tu as passé tant de temps à prendre soin de tout le monde. Laisse quelqu'un d'autre prendre soin de toi un peu. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. » Lorsqu'Élodie quitta la pièce, le soulagement et l'épuisement se lisaient sur son visage. Matthieu se redressa, l'inquiétude perceptible. « Comment va-t-elle ?»« Elle dort. Le médecin a dit que les prochaines heures étaient cruciales, mais son état est stable, grâce à vous. » Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais cette fois, il était différent. Il n'était plus gêné ni tendu. C'était un silence de compréhension mutuelle, forgé dans une crise partagée. « Bien, » dit-il enfin d'une voix douce. « Je te ramène chez toi, tu as besoin de dormir. » L'ancienne Élodie aurait protesté, insisté sur son indépendance, promis de prendre le dernier bus. Mais les paroles de sa grand-mère résonnèrent dans sa tête. Elle était fatiguée de se battre, d'être forte tout le temps. Pour une fois, elle ne refusa pas l'aide. Elle hocha simplement la tête. Le retour au vieux lion dans la voiture de luxe de Matthieu était surréaliste. Les rues familières qu'elle arpentait chaque jour lui semblaient des vues différentes depuis le silence feutré du véhicule. Le monde extérieur se déroulait comme un film, tandis qu'à l'intérieur de cette bulle, il n'y avait que leur respiration calme. Il n'alluma pas la radio, il ne posa pas de questions.
Il conduisit, lui laissant le temps nécessaire pour digérer la journée. Quel a été le geste le plus gentil que quelqu'un ait jamais fait pour vous dans une période difficile? Parfois, ce ne sont pas les gestes grandioses, mais la présence simple et silencieuse qui compte le plus. Il s'arrêta devant son immeuble. La faible lumière du lampadaire éclairait la façade défraîchie, contrastant fortement avec l'intérieur immaculé de la voiture. « Je viendrai vous chercher demain matin pour qu'on puisse retourner à l'hôpital », dit-il, non pas comme un ordre, mais comme une offre. « Ne vous inquiétez de rien, j'appellerai la clinique toutes les heures pour prendre des nouvelles. Reposez-vous. » Elle se tourna vers lui, le lampadaire capturant l'éclat de ses yeux. « Mathieu, pourquoi fais-tu tout ça ?» Il réfléchit un instant, le regard fixé sur le volant. « Non, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression que quelque chose que je faisais avait vraiment de l'importance. Aujourd'hui, si. » Il la regarda enfin, et le lien entre eux était si palpable qu'il était presque palpable. « Maintenant, vas-y, repose-toi, Élodie. » Elle sortit de la voiture, et en fermant la portière, elle eut l'impression de ne pas seulement fermer la porte d'un véhicule, mais celle de son ancienne vie. En montant les escaliers jusqu'à son appartement vide, elle ne se sentit plus seule. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir quelqu'un dans son coin. Et ce sentiment, réalisa-t-elle, valait plus que tout l'argent du monde. La nuit fut à la fois longue et courte. Élodie dormait d'un sommeil agité, se réveillant toutes les heures, le cœur battant, attendant la sonnerie du téléphone annonçant une mauvaise nouvelle. Mais le téléphone resta silencieux. Lorsque les premiers rayons de soleil colorèrent le ciel lyonnais de nuances roses et orangées, elle se leva. L'appartement était silencieux, mais ce n'était pas le silence de la solitude qui l'avait accompagnée pendant des années. C'était un silence d'attente. Elle regarda ses dessins au mur, les visages des inconnus qu'elle avait immortalisés au fusain. Pour la première fois, elle se demanda si elle parviendrait à saisir la complexité du regard de Mathieu Dubois. La tristesse, l'autorité et, pendant un bref instant, la veille, la vulnérabilité. De l'autre côté de la ville, dans une suite d'hôtels avec vue sur Fourvière, Mathieu ne dormit pas non plus. Il passa la nuit dans un fauteuil en cuir, téléphone à la main, non pas pour consulter la bourse de Tokyo, mais pour recevoir les mises à jour horaires de l'infirmière en chef de la clinique. Sa saturation en oxygène est stable à 96%. Sa tension est normale. Elle se repose confortablement. Chaque message était une petite victoire, un soulagement qu'il ne se serait jamais cru capable d'éprouver pour quelqu'un d'autre. Lui, qui évoluait avec le sang-froid d'un chirurgien, sentait sa poitrine se serrer à chaque nouvelle concernant une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. À 8 heures précises du matin, il était devant son immeuble. Cette fois, il n'attendit pas dans la voiture. Il monta et frappa doucement à la porte. Lorsqu'Élodie ouvrit, elle le vit tenir non pas une, mais 2 tasses de café fumant et un sac en papier d'une boulangerie réputée. « Je ne savais pas comment vous aimiez votre café, » dit-il, un peu gêné. « Alors je vous ai apporté un café noir et un café crème. » Elle jeta un coup d'œil aux tasses, puis à son visage, aussi fatigué que le sien. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Café crème » dit-elle doucement en prenant la tasse. « Merci. » L'arôme du café et du pain au chocolat frais emplissait le petit appartement, un parfum de normalité dans un monde bouleversé. Avez-vous déjà vécu une journée qui a complètement changé le cours de votre vie? Ce moment où vous regardez en arrière et réalisez que plus rien ne sera comme avant? Le trajet de retour à la clinique fut différent. Le silence n'était plus pesant, mais apaisant. Ce fut Élodie qui le rompit. « Vous avez parlé de votre père hier soir ?» dit-elle à voix basse. « Je suis désolée. » Mathieu garda les yeux fixés sur la route, mais ses épaules se détendirent légèrement. « Merci. C'était un homme bon, un homme simple. Il a bâti l'entreprise à partir de rien, de ses propres mains. Il voulait que j'aie tout ce qu'il n'avait pas, mais je crois que ce faisant, j'ai oublié ce qu'il voulait vraiment me donner. La valeur des choses que l'argent ne peut pas acheter. » Il marqua une pause, déglutissant difficilement. « Il aurait adoré vos dessins? Il disait toujours que le véritable art capture l'âme, pas seulement le visage. » Élodie sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Personne n'avait jamais parlé de son art ainsi. Dans la clinique, l'atmosphère était d'un calme empreint d'espoir. Le docteur Lefebvre les rejoignit dans le couloir, son sourire de la veille désormais plus large et plus sincère. « Bonne nouvelle, » annonça-t-il. « Elle a passé une excellente nuit. Elle a très bien réagi au traitement. Nous l'avons transférée des soins intensifs en chambre individuelle ce matin. Elle est faible, mais elle est réveillée et vous réclame. » Ces mots frappèrent Élodie comme un rayon de soleil. La tension qu'elle portait dans ses épaules depuis des années sembla se dissiper.
Les larmes qui lui montèrent aux yeux cette fois n'étaient pas de peur ni de gratitude débordante, mais de joie pure et simple. Elle se tourna vers Mathieu et, sans un mot, fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle le serra dans ses bras. Ce n'était pas une longue étreinte romantique, c'était une étreinte rapide et désespérée, imprégnée de tout le soulagement qu'elle ressentait. Il se raidit un instant, interloqué, puis, hésitant, il l'entoura de ses bras, une main posée délicatement sur son dos. Dans ce bref contact, il sentit sa fragilité et sa force, et elle ressentit une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Si ce voyage d'amour et de dépassement touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer le déroulement de cette histoire. Alors qu'il s'éloignait, une rougeur monta aux joues d'Élodie. « Désolée, murmura-t-elle en baissant les yeux. « Non, ne vous excusez pas, dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. Je suis content qu'elle aille bien. » Le docteur Lefebvre, avec la sagesse de celui qui a vu tant d'histoires humaines se dérouler dans les couloirs des hôpitaux, s'éclaircit discrètement la gorge. « Elle est en chambre 302, vous pouvez entrer. Mais, s'il vous plaît, sans trop d'émotion. » Ils marchèrent côte à côte vers la chambre. Élodie s'arrêta sur le seuil, inspirant profondément avant d'entrer. Mathieu recula d'un pas, lui laissant de l'espace. La pièce était claire et aérée, avec une grande fenêtre donnant sur les jardins de la clinique. Et là, assise sur le lit, calée par des oreillers, se trouvait Isabelle. Ses cheveux blancs étaient peignés, et bien que pâle, ses yeux brillaient du même éclat que toujours. « Voilà, ma chérie, » dit Isabelle d'une voix plus forte que la veille. « Je commençais à croire que tu allais t'enfuir avec ton ange gardien. » Élodie rit, les larmes coulant enfin sur son visage tandis qu'elle se précipitait au chevet. « Jamais, ma grand-mère !» Isabelle tenait la main de sa petite fille, mais son regard curieux se fixait sur Mathieu, qui restait timidement près de la porte. Elle jeta un coup d'œil à Élodie, puis à lui, et un sourire entendu éclaira son visage. « Alors » dit-elle d'une voix chargée d'une malice inattendue. « Tu dois être Mathieu. Approche, jeune homme. Je tiens à remercier personnellement l'homme qui, semble-t-il, a décidé que cette vieille dame avait encore des baguettes à manger et des histoires à raconter. » Mathieu parut déconcerté. Cet homme habitué à diriger les salles de réunion, soudain désemparé face à une femme frêle alitée dans un lit d'hôpital. Il fit un pas hésitant dans la pièce, les mains dans les poches, comme s'il cherchait un endroit où se cacher. Isabelle le regarda sans ciller. « Ne soyez pas timide, jeune homme, » dit-elle d'une voix encore faible, mais avec une autorité amusée. Un homme qui remue ciel et terre pour un inconnu ne devrait pas avoir peur d'une vieille dame. Élodie sentit son visage s'échauffer. « Grand-mère » l'avertit-elle doucement. Mais Isabelle l'ignora, se concentrant entièrement sur Mathieu. Il s'approcha du lit et s'arrêta à une distance respectueuse. « Madame Dubois » dit-il, la formalité sonnant étrangement dans la pièce douillette. « Quel soulagement de vous revoir mieux !» Isabelle lui tendit sa main ridée. « Appelez-moi Isabelle, et donnez-moi la vôtre. » Il la prit avec hésitation. Sa main était petite et froide, mais sa prise était d'une force surprenante. Elle regarda sa main, puis son visage, et son sourire s'adoucit. « Je vois de la bonté en toi, Mathieu, cachée sous une grande tristesse, mais elle est là. Mon Élodie a le don de retrouver les choses perdues. On dirait qu'elle en a trouvé une en toi. » L'air s'échappa des poumons de Mathieu. Personne, pas même ses thérapeutes les plus chers, ne l'avait jamais disséqué avec autant de précision et de douceur en une seule phrase. Il ne savait pas quoi dire. Il se contenta de regarder la femme dans le lit, puis Élodie, dont le visage avait maintenant la couleur d'un macaron à la framboise, et sentit une fissure se former dans l'armure qu'il portait depuis tant d'années. L'approbation d'une grand-mère n'est-elle pas la chose la plus puissante au monde? Qui a une grand-mère qui lit dans l'âme? Une infirmière entra discrètement, signalant que l'heure des visites était terminée. Isabelle avait besoin de repos. « Reviendrez-vous me voir, jeune homme ?» Isabelle demanda sans lâcher sa main. « Oui, Isabelle, je reviendrai, » promit-il. Et cette promesse ressemblait plus à un serment qu'à un vœu pieux. Si vous soutenez cette rencontre d'âmes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Dans le couloir, le silence entre eux était chargé d'émotions nouvelles. La gratitude d'Élodie se mêlait à une curiosité grandissante. La formalité de Mathieu était érodée par une vulnérabilité qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Elle t'aimait bien, » dit Élodie, brisant le silence. « C'est réciproque, » répondit-il d'une voix un peu rauque. « Elle me rappelle... » Sa voix s'éteignit, mais Élodie comprit. Il n'avait pas besoin de prononcer le nom de son père. Il la regarda, remarquant les cernes sous ses yeux et la pâleur de son visage. « Tu n'as rien mangé de convenable depuis hier ?» dit-il.
l'autorité retrouvée dans sa voix teintée d'inquiétude. « Je t'emmène déjeuner. Au calme, tu dois te ressaisir. » Elle ouvrit la bouche pour protester, la vieille habitude d'autosuffisance prête à reprendre le dessus. Mais les mots de sa grand-mère revinrent. « Laisse quelqu'un prendre soin de toi un peu. » Elle ferma la bouche et, à leur surprise, hocha simplement la tête. Il l'emmena non pas dans l'un des restaurants étoilés qu'il fréquentait, mais dans un charmant petit bistrot de la presqu'île, niché dans une rue calme. C'était le genre d'endroit qu'Élodie avait toujours admiré de l'extérieur sans jamais oser y pénétrer. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse et accueillante, avec l'odeur du bœuf bourguignon et du pain frais. Ils s'installèrent à une table dans un coin, et pour une fois, il n'y avait pas l'urgence d'une crise, pas la barrière d'un comptoir de restaurant entre eux. Il n'y avait qu'une table, 2 verres de vin et la possibilité d'une vraie conversation. « Parlez-moi de vos dessins, » dit-il soudain, tandis qu'ils attendaient leur plat. Elle cligna des yeux, surprise. « Comment allez-vous ? Je les ai vus chez vous, sur le mur. Ils sont extraordinaires, pleins de vie. » Le compliment la frappa plus que n'importe quel grand geste. Il s'agissait d'elle, de sa passion, de la part la plus intime de son âme. « Je dessine des gens, » expliqua-t-elle, la timidité cédant la place à l'enthousiasme. « J'essaie de saisir l'histoire qu'ils portent dans leurs yeux, dans les traits de leur visage. »« Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-il, le regard intense. « Tout le monde en a une. » Et pour la première fois, Élodie ressentit un désir irrésistible de découvrir l'histoire derrière ses yeux tristes assis devant elle. C'est là, au milieu du cliquetis des couverts et des conversations chuchotées, que la gratitude commença à se transformer en quelque chose de plus. Quelque chose de plus dangereux et d'infiniment plus beau. Le déjeuner se déroula lentement, tel un tableau qui se crée coup de pinceau après coup. Le repas était délicieux, un coq au vin classique qui réchauffait l'âme, mais pour eux, ce n'était que la toile de fond de la conversation qui s'engageait enfin. Poussé par sa question, Mathieu prit la parole. Il ne parla pas de fusions-acquisitions, mais des étés passés en Provence, dans la maison de campagne de ses grands-parents, où son père lui avait appris à reconnaître les constellations. Il évoqua son rêve d'enfant. Devenir architecte, concevoir des bâtiments qui racontent des histoires, à l'image de ceux du vieux lion. « Je me suis perdu quelque part », avoua-t-il à voix basse, le regard perdu dans son verre de vin. « Je suis devenu l'homme dont mon père avait besoin pour l'entreprise, mais j'ai oublié le garçon qu'il aimait. » Élodie écoutait, le cœur serré d'empathie. Elle était là, l'histoire derrière ses yeux tristes. Ce n'était pas l'histoire d'un millionnaire qui s'ennuyait, mais celle d'un fils qui aimait tellement son père qu'il avait sacrifié ses propres rêves sur l'autel de son héritage. Elle ne lui offrit pas de vaines paroles de réconfort. Elle lui dit plutôt « Ce garçon est toujours là. Je le vois. Il apparaît quand on parle des étoiles. » Son regard croisa le sien par-dessus la table, et l'intensité du moment fut telle qu'elle dut détourner le regard, le cœur battant. Il voyait qu'elle le voyait. Vraiment. Et cette acceptation, cette compréhension silencieuse était plus précieuse que n'importe quelle thérapie. Les jours suivants instauraient un nouveau rythme. Chaque matin, Mathieu venait la chercher. Ils prenaient un café ensemble, puis allaient à la clinique. Il ne la déposait pas simplement à la porte. Il l'accompagnait. Il s'asseyait près du lit d'Isabelle, écoutant des histoires du vieux lion, riant des taquineries de la matriarche. Il lui apportait des journaux, lisait les gros titres à voix haute et débattait de politique avec une ferveur qui surprenait tout le monde. Élodie observait ses interactions avec un émerveillement et une tendresse grandissants. Il ne se contentait plus d'aider, il était engageant, il devenait un membre à part entière de leur fragile petite famille. Un après-midi, alors que Mathieu aidait Isabelle à résoudre un puzzle, Élodie sortit prendre l'air dans le jardin de la clinique. Il la suivit quelques minutes plus tard. Ils restèrent silencieux, côte à côte, à contempler les roses d'automne. « Je n'ai pas ressenti cette légèreté depuis des années, » dit-il, brisant le silence. « Toi et ta grand-mère, vous m'avez rappelé ce que c'est que d'avoir un chez-soi. » Il se tourna vers elle, le soleil de l'après-midi illuminant son visage, adoucissant ses traits. « Élodie, » commença-t-il, la voix chargée d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Élodie » commença-t-il d'une voix chargée d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Le monde autour d'eux sembla disparaître. Ils n'étaient plus que tous les deux, au milieu des roses, le poids de tous les non-dits suspendus dans l'air. Il s'avança et, instinctivement, leva la main pour toucher son visage, ses doigts effleurant sa joue. Le contact était électrique, la parcourut d'un frisson. « Je croyais savoir ce qu'était le succès », poursuivit-il d'une voix murmurée.
Je croyais que c'était des chiffres sur une toile, des immeubles à mon nom. Mais ces derniers jours, tu m'as montré ce qu'est la vraie richesse. C'est ça. C'est l'inquiétude dans le regard de ta grand-mère, c'est la passion avec laquelle tu parles de ton art. Tu m'as sauvée de moi-même, Élodie. Ce n'était pas une déclaration d'amour au sens classique du terme, mais quelque chose de plus profond, de plus réel. C'était la reconnaissance qu'elle avait changé l'essence même de qui il était. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, elles étaient d'un bonheur si pur et si intense qu'elle en avait du mal à respirer. Elle se laissa aller à son contact, ferma les yeux, et pendant un instant, le monde devint parfait. Puis, la sonnerie stridente d'un téléphone rompit le charme. Mathieu recula comme brûlé, son masque d'homme d'affaires reprenant sa place tandis qu'il sortait son téléphone de sa poche. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et son visage s'assombrit. « Excusez-moi » murmura-t-il en se détournant. Élodie hocha simplement la tête, serrant ses bras contre elle, tandis que la chaleur de son contact se dissipait dans l'air frais de l'après-midi. Elle n'entendait pas la conversation, mais elle vit la transformation. Elle vit la tension dans ses épaules, la façon dont il se passait la main dans les cheveux, le ton sec et autoritaire qui avait remplacé la douceur d'avant. C'était le Mathieu Dubois que le monde connaissait, le magnate, l'homme qui n'acceptait pas un refus. Lorsqu'il raccrocha et se tourna vers elle, ses yeux tristes étaient de retour, mais désormais teintés d'une frustration profonde. « Il y a eu un problème à Paris, » dit-il d'une voix tendue. « Une OPA hostile. Je dois y aller. » Tout de suite. Ces mots la frappèrent comme des glaçons. Paris. Un monde à part. Son monde. « Bien sûr, » parvint-elle à dire, la voix à peine perçante. « Tu dois y aller. » Elle essaya de sourire, de se montrer compréhensive, mais son cœur se serra. Le conte de fées était terminé. Le carrosse allait se transformer en citrouille. « Ce n'est pas comme ça, » dit-il, remarquant son changement. Il se rapprocha de nouveau, lui prenant les mains. Les siennes étaient chaudes et fermes. « Ça ne change rien entre nous. Je m'arrangerai et je reviendrai. Promis. Si vous avez déjà eu peur de perdre quelque chose de précieux, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du dénouement de cette histoire touchante. » Il la regarda dans les yeux, essayant de lui exprimer toute sa sincérité. « Je reviendrai te chercher, Élodie ?» Et Isabelle. Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Mon jet m'attend. Je dois y aller. » Tout se passa si vite. Il la raccompagna à l'intérieur, déposa un baiser respectueux sur le front d'Isabelle, qui somnolait, et lui promit de l'appeler. Dans le couloir, il s'arrêta devant Élodie. Un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Le désir était là, clair comme le jour dans ses yeux. Mais il se retint. Au lieu de cela, il lui serra la main une dernière fois. « Ne doute pas de moi, » murmura-t-il. Puis il disparut. Élodie se tenait dans le couloir de l'hôpital, le bruit de ses pas précipités résonnant jusqu'à s'estomper. Elle sentit le vide qu'il laissait derrière elle, un vide bien plus grand que celui qu'elle avait ressenti avant de le rencontrer. Elle retourna dans la chambre et s'assit sur la chaise près du lit de sa grand-mère, la regardant dormir. La réalité la frappa de plein fouet. Il était milliardaire, avec des jets privés et des problèmes à Paris. Elle était serveuse et son plus gros problème, jusqu'à la semaine précédente, était de payer son loyer. À quoi pensait-elle? Qu'il pouvait avoir un avenir? Le doute, comme une mauvaise herbe, commença à s'installer en elle. Peut-être était-il simplement gentil? Peut-être, une fois de retour dans son monde de glamour et de pouvoir, oublierait-il la serveuse lyonnaise et sa grand-mère malade. Sa promesse, qui avait semblé si forte quelques instants auparavant, semblait désormais aussi fragile que du verre face à la dure réalité de leur vie si différente. Les jours qui suivirent mirent la foi d'Élodie à rude épreuve. Fidèle à sa promesse, Mathieu l'appelait tous les soirs. Mais les conversations étaient brèves, tendues, remplies de termes professionnels qu'elle ne comprenait pas. Il semblait distant, l'homme vulnérable du jardin de la clinique, à nouveau englouti par le magnate parisien. Le doute, froid et persistant, s'installa en elle. Isabelle, désormais à la maison et se remettant chaque jour, observait sa petite fille de son œil sage. « On n'oublie pas où il a trouvé son âme, ma chérie, » dit-elle un soir, voyant l'ombre dans les yeux d'Élodie. « Laisse-lui juste le temps de se rappeler comment vivre avec. » Une semaine passa. Une semaine de silence. L'espoir d'Élodie s'était réduit à une infime braise. Elle retourna travailler au bouchon, le poids du monde sur ses épaules. Un après-midi gris, alors qu'elle nettoyait une table, la sonnette retentit. Elle se retourna un « bonjour » fatigué aux lèvres et se figea. C'était lui, Mathieu. Il ne portait pas de costume coûteux, mais un pantalon simple et un pull en cachemire.
Son visage n'exprimait aucune tension professionnelle, juste une profonde lassitude et un petit sourire plein d'espoir. « Je t'avais dit que je reviendrais » dit-il simplement. Il s'approcha et, devant tout le monde, déposa une grande enveloppe sur la table. « J'ai réglé les choses à Paris », poursuivit-il à voix basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « J'ai vendu ma participation majoritaire dans l'entreprise. J'ai compris que l'héritage de mon père n'était pas l'empire qu'il avait bâti, mais l'homme qu'il voulait que je devienne. » Elle le fixa, muette, le cœur battant. « J'ai acheté un petit immeuble dans le vieux Lyon, avec un atelier d'artiste au dernier étage, la plus belle aurore boréale du monde, et un appartement assez grand pour toi, ta grand-mère, et un homme qui réapprend à reconnaître les constellations. » Les larmes qu'elle avait retenues pendant une semaine finirent par couler. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, aucun contrat commercial, mais les formulaires d'inscription dûment remplis pour l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Ton talent mérite plus que les murs d'un petit appartement, Élodie. Il mérite le monde. Ainsi, dans les rues pavées de Lyon, là où les rivières se rejoignent, la serveuse qui ne voulait que prendre soin de sa grand-mère et le millionnaire égaré ont découvert que la plus grande richesse ne réside pas dans les coffres des banques, mais dans le courage d'un cœur qui s'ouvre à l'amour. Ils ont appris que le destin peut être réécrit et que parfois, le plus grand acte de courage consiste simplement à laisser quelqu'un prendre soin de vous. Quel moment de ce voyage vous a le plus ému ? La promesse à l'hôpital ou les retrouvailles finales au restaurant ? Dites-le moi dans les commentaires, j'adorerais le savoir. Que diriez-vous d'une autre histoire d'amour retrouvée dans les vignobles bordelais ? Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de l'aimer, de le partager avec quelqu'un qui aime les belles histoires d'amour et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos escapades au cœur de la France. Merci et à bientôt.